Merci de nous recevoir chez vous sur New World Economy dans ce tête-à-tête avec la directrice générale de l'Agence nationale d'appui au développement à la base, ANADEB. Madame Azalo Katanga, merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'honneur que vous me faites en m'invitant sur votre plateau. J'espère que vous allez très bien. Je vais bien. Et ANADEB aussi se porte bien. Je rends grâce à Dieu pour l'ANADEB. Alors, on entend souvent parler de ANADEB par ici, par là. Est-ce que vous pouvez nous présenter un tout petit peu ANADEB? Merci beaucoup. ANADEB, c'est l'Agence nationale d'appui au développement à la base, comme vous l'avez si bien dit, qui est le bras opérationnel du ministère en charge du développement à la base, c'est-à-dire le ministère du développement à la base de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, et qui a la charge de la mise en œuvre de la politique nationale de développement à la base. C'est quoi le développement? C'est quoi la mission? C'est juste que l'ANADEB doit accompagner toutes les communautés à accéder au minimum vital commun. C'est un gros mot, hein? Le minimum vital commun. C'est juste que l'ANADEB doit travailler avec un peu plus rapproché avec les communautés pour les aider à trouver des problèmes. Des solutions, pas des problèmes, des solutions aux problèmes qui se posent à eux de façon collective. C'est-à-dire trouver des solutions aux problèmes d'éducation, aux problèmes de santé, aux problèmes de l'alimentation, aux problèmes de ressources pour créer de la richesse dans les villages et dans les quartiers pauvres. Et donc pour cela, l'ANADEB, qui est créée depuis le 19 janvier 2011, met en œuvre actuellement 6 projets-programmes. Comme programme, nous avons le programme de soutien aux micro-projets d'infrastructures communautaires. C'est avec ce projet que vous nous voyez dans les inaugurations de bâtiments scolaires et des marchés. Au point où on a cru que ANADEB ne faisait que ça. Que ça, c'est ça. Non, ANADEB ne fait pas que ça. Et également, dans ce programme, on travaille pour renforcer l'inclusion sociale, c'est-à-dire que les acteurs à la base soient au centre de leur propre développement. Donc, les approches qu'on utilise, c'est les approches participatives, comme on aime bien le dire. Nous avons aussi le programme de développement communautaire en zone urbaine. Pendant longtemps, au Togo, on a travaillé comme si la pauvreté n'était qu'au village, n'était que dans le milieu rural. Alors qu'on a des poches de pauvreté dans le milieu urbain et qui nécessitent la présence de l'État pour aider les communautés vivant dans des quartiers à se prendre en charge, à prendre en charge leur développement et à contribuer ainsi au développement de toute la nation togolaise. Nous avons le projet de soutien aux activités économiques des groupements, comme son nom l'indique, c'est l'accompagnement. On n'est pas seulement dans l'amélioration des cadres de vie des populations, mais nous travaillons pour que les populations, les personnes améliorent leurs conditions de vie et donc trouvent des moyens pour réaliser des activités génératrices de revenus, et ce qui leur permet aussi de se prendre en charge de façon plus efficace. Nous avons le projet de cantonnage que nous réalisons avec la SAFER. Pour le projet de cantonnage, c'est ce projet qui nous demande d'accompagner les communautés à s'organiser en vue de l'entretien manuel des pistes et des routes. C'est-à-dire, quand une piste traverse des villages, il faut que ces villages-là s'organisent pour que la circulation soit fluide en toute saison. Il ne faut pas que pendant la saison des pluies, que des villages soient coupés des autres parce que la voie n'est pas entretenue. Voilà. Donc, et qu'il y ait, pour éviter aussi des accidents, surtout en milieu rural où c'est des pistes, il faut vraiment que la voie soit visible à tout moment pour éviter, bien sûr, les accidents. Nous avons le projet de filet socio-service de base qui prend en compte les transferts monétaires que nous sommes en train d'exécuter avec l'appui technique et financier des partenaires tels que la Banque mondiale et l'Agence française de développement, l'AFD. À ce niveau également, nous notons les cantines scolaires qui sont
qui constituent le projet à travers lequel on accompagne des écoles à travers la fourniture de repas chauds aux écoliers tous les jours d'école, c'est-à-dire de lundi à vendredi, tant que l'enfant est à l'école. Le gouvernement et des partenaires et le secteur privé participent pour donner à manger à des enfants des écoles qui sont très éloignées des villages où très souvent on constate que les enfants ne vont pas à l'école, surtout la jeune fille n'arrive même pas à avoir le CPD. Donc on a ciblé ces écoles-là où on apporte cet appui. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 1000 écoles dans notre pays. Ça, c'est une mission très louable, il faut le reconnaître. C'est vrai, c'est vrai. On en a besoin parce que c'est eux, ce sont ces petites bouches, comme j'aime bien les appeler, qui vont assurer, vous et moi, notre retraite. Donc nous avons intérêt à aider à ce qu'ils soient bien éduqués, qu'ils soient bien formés. Nous avons le projet de cohésion sociale. Ah oui, le projet de cohésion sociale dans les régions nord du golfe de Guinée, que nous appelons communément le projet COSO, que nous mettons en œuvre dans 41 cantons de notre pays, dont 37 dans la région des savanes. Et nous le faisons avec l'appui technique et financier également de la Banque mondiale. Voilà un peu, très rapidement, parler et présenter l'ANADEB. Nous avons un conseil d'administration. C'est vrai, on a une direction générale avec des antennes dans toutes les régions. On a des représentations dans toutes les régions et également des collègues dans toutes les préfectures du Togo qui font ce travail très louable. Et également, nous avons un conseil d'administration qui se réunit au moins 2 fois dans l'année pour valider le travail que nous avons fait et également valider nos programmations. Nous avons aussi, l'ANADEB est gérée aussi par un conseil de surveillance composé de 4 ministères de notre pays. Voilà un peu ce que je peux dire concernant ANADEB. Alors, je ressens au travers de votre intervention combien l'État, sinon le gouvernement, est vraiment engagé dans cette cause noble. Déjà 4 ministères qui sont derrière, qui suivent tout ce qui se fait de près. Ça voudrait vraiment dire que le gouvernement tient ou prend au sérieux a un engagement fort auprès donc de cette cible que vous accompagnez sur toute l'étendue du territoire. Oui, c'est ce mandat de notre président est mis sous le sceau du social. Oui, donc, bien sûr. On ne peut pas faire le social sans des structures qui accompagnent toutes ces actions sur le terrain. Donc voilà, l'ANADEB est là est la représentation du gouvernement tous les jours aux côtés des populations pour aider à trouver des solutions aux problèmes, comme je le disais tantôt, aux problèmes qui s'opposent à eux tous. Les problèmes d'eau, c'est un problème de tout le monde. Le problème d'éducation, c'est un problème de tout le monde. Le marché, c'est un problème de tout le monde. Si les gens n'ont pas d'infrastructure, si les gens produisent et n'ont pas où vendre, on n'aurait rien fait. Et donc voilà un peu ce que nous faisons. Et je reconnais combien le gouvernement est très engagé à nos côtés et en tout cas veille à ce que nous fassions ce pourquoi nous avons été créés, c'est-à-dire ce pourquoi l'ANADEB est créée. Le gouvernement a l'œil dessus pour que cette mission soit réalisée, pour donner des solutions vraiment pertinentes aux communautés, que ce soit les villages en milieu rural ou les quartiers en milieu urbain. Alors, comment est-ce que vous êtes reçu, déjà lorsque vous arrivez sur le terrain, par ces communautés-là, après avoir peut-être exécuté des travaux et tout ça? Quel est votre sentiment aujourd'hui? Dites-nous d'abord comment est-ce que vous êtes reçu sur le terrain et quel est votre sentiment personnel après tout ce qui a été fait à ce jour? Merci beaucoup. Les débuts sont toujours compliqués parce que d'abord quand vous arrivez, les premières réactions, ah oui, est-ce que le gouvernement, d'abord on se demande mais ce que vous faites, est-ce que c'est pas une ONG? On dit non, c'est pas une ONG, c'est une agence, c'est une agence de l'État. Et donc on est un peu dubitatif. On dit attendons pour voir. Vous savez, on a les symptômes au début, mais dès qu'on commence et que des actions des projets sortent de terre. Si je prends le cas du projet de cohésion sociale, parce que tout le début, le projet de cohésion sociale est basé, pour approche, est centré sur les acteurs à la base, c'est-à-dire c'est le développement conduit par les communautés.
Donc, depuis l'identification du projet jusqu'à l'évaluation, en passant par la passation de marché, la réalisation des ouvrages, c'est les communautés, c'est les comités de développement à la base, c'est eux. Dans les villages, c'est les CVD dans notre pays. Et donc, au début, comme c'est vraiment des temps de formation, parce que il faut apprendre aux gens à faire ce qu'ils doivent faire. Oui, et donc, c'est pas trop gai. Mais quand on passe le marché, eux-mêmes, on les aide à élaborer des dossiers d'appel d'offres et ils arrivent à recruter une entreprise qui doit faire le travail. Ah, c'est là où vous voyez les gens est beaucoup plus mobilisés. Parce qu'au début, c'est des mots, c'est des paroles. Mais après, quand on commence par voir... On voit les réalisations. On voit la réalisation. Oui. Vous arrivez dans un village, vous n'avez pas envie de partir parce que les témoignages commencent. C'est là où les gens vous disent au début, quand vous veniez, ce qu'ils pensaient de vous. Et maintenant, ils se disent, ah non, vous avez été sérieux, vous avez dit ce que vous avez fait ce que vous avez dit. Et donc ça fait vraiment... une marque de confiance entre les populations et l'agence et donc entre les populations et le gouvernement parce que c'est le gouvernement qui nous envoie, c'est pas l'agence qui se lève d'elle-même pour aller faire le travail. Et donc les gens comprennent que tout ce qui se dit dans les discours, il y a des structures qui sont là pour rendre ça opérationnel, pour rendre ça visible dans la réalité. Quand les autorités diront « Ah, nous voulons que toutes les communautés aient accès au minimum vital commun », oui, la communauté, le village peut dire oui, c'est vrai parce que j'ai un forage aujourd'hui où j'ai l'eau potable, j'ai un bâtiment scolaire où mes enfants vont plus aisément à l'école. Ils sont plus chassés par la pluie ou par le soleil. Et puis, dans les milieux où on a les cantines scolaires, les gens se disent « Ah oui, le gouvernement ne nous a pas oubliés. Nos enfants aussi reçoivent, parce que aussi à travers les cantines scolaires, c'est un peu une distribution de la richesse nationale. Quelqu'un qui est dans un village très éloigné dira « Ah non, moi, le gouvernement ne s'occupe pas de moi. » Mais le gouvernement a mis en place une école, même si c'est vous qui l'avez créée, le gouvernement l'a reçu, l'a agréé et même met des enseignants à votre disposition et participe aussi à nourrir vos enfants, ce qui est très important. Donc voilà, et tous ces éléments, ça fait chaud au cœur. Les débuts, comme je le disais, sont compliqués, mais quand on commence par faire des actions concrètes, c'est vraiment la confiance qui naît, la joie qui naît. Et donc, le soir, malgré la fatigue, vous êtes heureux, vous aussi, d'avoir apporté votre petite contribution au sourire de quelqu'un dans un village. Voilà. Ça fait chaud au cœur et en même temps, je me mets dans la peau de toutes ces populations, cette communauté-là qui reçoit chaque jour l'appui de ANADEB, tout ce qui a été fait jusque-là. En tout cas, félicitations à vous, DG. Je crois qu'au travers donc de votre intervention, nous avons parlé d'un certain nombre de projets. On a parlé de FSP, on a parlé de COSO, etc. J'aimerais vraiment qu'on puisse revenir un tout petit peu sur l'ensemble de ces projets, expliquer de loin large pour que nos téléspectateurs puissent vraiment comprendre ce que c'est exactement, ce qui se fait sur le terrain, ce qui a été fait jusque-là, les partenaires qui sont derrière et ce qui va se faire par la suite. Alors, nous allons tout de suite commencer avec... on parle du les filets sociaux et services de base, FSB. Oui. Pour nous, on entend FSB. Dites-nous un peu plus. Ah oui, merci. Le projet de filets sociaux services de base que nous appelons FSB, il est dans sa deuxième phase qui va être clôturée le 31 décembre avec le financement de la Banque mondiale parce que pour cette deuxième phase, c'est la Banque mondiale et l'Agence française de développement AFD qui accompagnent le Togo. Et donc nous faisons des transferts monétaires à 125 000 ménages. 125 000 ménages. 125 000 ménages répartis sur l'ensemble du territoire national. Wow. Et
pour particularité de cette deuxième phase, c'est que on a le Grand Lomé aussi qui est bénéficiaire avec 45 quartiers et nous sommes autour de 33 000 ménages dans ce Grand Lomé. Et également dans le Grand Lomé, nous avons autour de 3 000, un peu plus de 3 000 ménages qui reçoivent un autre appui pour aider les ménages à initier ou à étendre des activités génératives de revenus. Nous appelons ça les mécanismes d'inclusion économique. Okay. Donc, on fait l'expérience de voir comment les ménages se comportent-ils quand on donne seulement les transferts monétaires, c'est-à-dire au Togo, c'est 15 000 francs tous les trimestres. Et donc, pour la phase additionnelle, c'est 90 000 francs par ménage au total parce que nous avons à donner les transferts pour 18 mois. Donc, on veut voir comment se comportent les ménages qui reçoivent seulement que les transferts monétaires et ceux qui reçoivent, en plus des transferts monétaires, un appui spécifique pour réaliser des activités génératrices de revenus. Parce que certains ont tendance à dire que les transferts monétaires développent, comment l'appelle-t-on, un esprit d'assistanat chez les bénéficiaires. Non, c'est pas tout le temps vrai. C'est pas tout le temps vrai. Et donc, également, on veut voir, aussi ça permet, cet exercice, cette phase pilote permet de voir comment les gens se comportent, les ménages se comportent avec les transferts. Si vous donnez que les transferts, oui, les gens essayent. Ils essayent d'économiser. Mais vous voyez, 15 000 francs, si on doit se nourrir et se soigner, éduquer les enfants, souvent c'est un peu difficile. Mais quand on lui apporte un autre appui, vous voyez le ménage rebondir autrement avec une activité où dans les villages, vous voyez les gens agrandir leurs champs, les gens acheter des intrants pour entretenir leur production et ce qui leur donne plus de production, plus de récolte à la fin. Et donc vous voyez que quand on apporte un appui à un ménage à qui on fait les transferts, ça donne d'autres résultats. Et aujourd'hui, au Togo, nous disons, on ne peut plus donner des transferts monétaires sans un dispositif d'accompagnement, quel qu'il soit. Qu'on ait un accompagnement technique ou un accompagnement financier, c'est toujours important si on veut que les transferts monétaires puissent aider à transformer la vie du bénéficiaire. Donc, nous avons aujourd'hui 125 000 ménages qui sont en train de recevoir ces transferts monétaires et puis l'AFDA a bien accepté accompagner encore 7 000 ménages dans la région maritime et puis un projet de 19 000 ménages qui peut arriver dans les régions septentrionales à partir de l'année prochaine. Donc, voilà un peu ce qui se passe avec le projet de filets sociaux. Je rappelle que dans la phase, sur le projet parent, nous avions en plus des transferts monétaires accompagnés de 200 communautés à réaliser des infrastructures socio-collectives de base. Et en ce moment aussi, nous avions reçu un appui de la banque pour accompagner des écoles autour des cantines scolaires. Voilà un peu. Et l'élément le plus intéressant avec le projet de filets sociaux services de base, c'est la responsabilisation des communautés ou des populations. On n'est plus dans la pratique de quelqu'un qui reste dans son bureau et qui imagine ce qu'il faut faire pour un village. Non. C'est le village qui réfléchit sur son développement, qui détermine des projets prioritaires et qui, avec les ressources que le projet met à sa disposition, enclenche tout le processus de passation de marché, réalisation des ouvrages. Voilà. Je continuerai toujours par louer ce qui se fait sur le terrain. Alors, il faut dire qu'il faut s'approcher. Je vais vous amener un beau matin. C'est bien ça. C'est bien ça. Il faut s'approcher de ANADEB. Il faut aller vraiment sur le terrain pour voir tout ce qui se fait. Et est-ce qu'aujourd'hui, par rapport donc à ce projet filets sociaux et services de base, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des attentes? Est-ce que vous êtes totalement satisfait? Est-ce que sur le terrain, tout le monde est servi? S'il y a des attentes, on pourra également les relever. Merci beaucoup.
Les résultats sont vraiment intéressants. Sont satisfaisants. Vous arrivez dans des villages où des femmes ou des ménages, des femmes qui n'arrivaient pas ou qui quémandaient. Carrément. Carrément, oui. Dans nos villages, on en a. Pendant la période de soudure, vous voyez des femmes qui vont dans d'autres ménages pour demander, pour quémander les céréales afin de nourrir leurs enfants. Mais aujourd'hui, ces ménages, ces bonnes dames vous disent, mais non, ça c'est du passé. Avant, mon enfant, quand il revenait à midi, ailleurs on nous a dit, moi je fuis la maison. Il y a une dame qui nous a dit, quand il fait nuit, je ne veux pas qu'il fasse jour, parce que je ne sais pas ce que je vais donner à manger à mon enfant. Vous voyez, c'est très grave, hein, que quelqu'un dise, non, quand il fait nuit, je ne veux pas qu'il fasse jour. Oui, on a entendu ça. Mais grâce au projet, moi aussi, je m'assume j'assume mes responsabilités de mère de famille. Oui, c'est très beau. Hein. C'est très beau. Mais quand vous écoutez ça, dans un village, peut-être que vous n'avez pu accompagner que 90 ménages. Et les autres? C'est vrai que le classement de l'INSEE dit, les autres sont moins pauvres. Mais on n'a pas dit qu'ils sont riches. Ils sont riches. Donc, eux aussi, vous devez supporter leur regard tout le temps quand vous arrivez. C'est vrai, quand vous convoquez les réunions, tout le monde vient. Dans ces villages-là, tout le monde vient. Et ceux qui n'ont pas été retenus ne cessent de vous rappeler, ne nous oubliez pas. Ça, c'est dans le même village. Les villages qui n'ont même pas été sélectionnés vous disent, oh, nous, on vous a fait quoi? Et puis, de votre projet-là, vous ne pensez jamais à nous. Voilà. Parce que les ressources sont limitées et on ne peut pas aller partout. Mais on se dit également, j'ai dit toujours, si celui qui venait vous demander les céréales, le sorgho, le mil ou le maïs, ne vient plus vous demander, ça veut dire que vous devenez riche d'une manière ou d'une autre. Parce que ce que vous lui donniez, ce n'était pas un prêt. Ce que vous lui donniez, c'était un don. C'était un don. Et donc, ce que vous lui donniez, vous gardez ça et donc, ça vous aide à faire autre chose avec. Voilà. Voilà comment les résultats impactent tout le monde, même si moi, je ne suis pas bénéficiaire direct. Mais le fait que les autres, les 90, sont bénéficiaires, ça crée ça donne des effets dans le village et qui permettent de dire les conditions de vie des populations de ce village s'améliorent. Voilà. Alors, sur le projet, toujours FSP, vous êtes aujourd'hui à quel niveau? Et nous sommes pratiquement... Est-ce que c'est la fin ou le projet se poursuit? Le projet se poursuit. C'est la fin avec le financement de la Banque mondiale. Le financement de la Banque mondiale prend fin le 31 décembre, c'est-à-dire les jours à venir. Mais nous avons la chance d'être avec l'Agence française de développement, l'AFD, donc, dont le financement continue jusqu'à décembre 2024. Oui. Super. On espère qu'un autre partenaire entrerait dedans. Et je pense que c'est l'occasion également d'inviter les partenaires, peut-être qui nous suivent dans cette émission, à voir déjà ce qui se fait sur le terrain. Je pense que ce serait aussi dans l'intérêt de tous, à ce que ANADEB soit davantage appuyé pour aussi soutenir les communautés à la base. Merci. Merci pour l'appel. Mais je voudrais beaucoup plus également et que les appuis viennent pour... aider aussi les écoles à cantine. Oui, parce que c'est un bel investissement. C'est un bel investissement donner à manger à ces tout petits, dans les écoles de nos communautés les plus reculées. C'est aussi un signe de solidarité. C'est un signe aussi de cohésion sociale. Celui qui est là-bas ne dira pas que non, le Togo, ce n'est pas mon affaire. Le Togo sera son affaire. Il va travailler pour lutter et pour protéger le Togo. C'est ça. Et c'est aussi un investissement pour la paix. Parce que quand on regarde très souvent ceux qui rentrent dans la violence, c'est des gens qui se sentent lésés,
qui se croient lésés et qui pensent qu'ils peuvent régler leur affaire en prenant les armes ou en devenant violents. Donc, si c'est vraiment les cantines, moi je dis, c'est une belle solution pour exprimer aux autres la solidarité et pour renforcer la cohésion sociale au plan national. Alors, la cohésion sociale, c'est revenu à plusieurs reprises depuis le début de cette émission. Alors, parlons donc de ce projet, COSO. Oui. Pourquoi COSO? C'est parce qu'on parle de cohésion sociale qu'on l'a résumé à COSO. C'est tout. Alors, nous allons parler un tout petit peu donc de ce projet. Dites-nous davantage sur le projet la cohésion sociale. Merci beaucoup. Le projet de cohésion sociale, c'est ce projet qui est exécuté dans 4 pays. Okay. La Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo et le Bénin. Et le projet est mis en œuvre dans les parties septentrionales de ces 4 pays. Okay. Et on me dira pourquoi. Quand vous analysez bien le contexte de nos pays, de ces 4 pays ces derniers temps, on constate que c'est des zones qui sont menacées, par le terrorisme, disons la chose comme ça. Et puis, c'est des zones aussi qui subissent des effets très durs des changements climatiques. Si nous prenons dans notre pays la région des savanes, comme son nom l'indique, c'est vraiment la région des savanes, nous constatons de plus en plus que les pluies, la durée de la saison des pluies diminue. Et quand on dit diminution de la saison des pluies, c'est diminution de la période de production. Et donc, on n'est pas pour le moment très prêt pour rentrer dans ce changement climatique. C'est-à-dire en termes de production, quels sont les produits que nous devons mettre, en tout cas valoriser pour tenir compte, qui tiennent. Qu'est-ce que nous pouvons produire avec le changement climatique? Et donc, vous voyez, ces populations sont confrontées à 2 grands problèmes. Changement climatique et puis extrémisme violent. Et donc, le projet de cohésion sociale veut aider ces populations à être résilientes. À être résilientes et à développer des réflexes pour leur survie et pour continuer par participer au développement de notre pays. Donc, il y a la belle phrase de notre président qui dit qu'il ne faut laisser personne de côté. Donc, il ne faut pas que les populations dans ces régions se sentent abandonnées par le gouvernement. Donc, voilà. Et ce projet a sa particularité d'être régional. Et donc, on a la chance d'avoir un cadre régional, c'est-à-dire des 4 pays, qui permet aux acteurs de ces 4 pays de réfléchir ensemble sur, par exemple, l'approche de mise en œuvre. Et maintenant, comment l'appelle-t-on, au niveau de... Quand on réfléchit au niveau régional, on vient agir localement. Et dans les actions locales, on cible des projets. On ne va pas n'importe où, on ne fait pas n'importe quoi. Il faut cibler avec les communautés ce qui est priorité pour le bien-être de ces populations. Donc, le projet de cohésion sociale également s'exécute, comme je le disais, dans 41 cantons, dont 37 qui sont frontaliers dans la région des savanes, frontaliers au Ghana, frontaliers au Bénin, frontaliers au Burkina. Donc, quand vous prenez je pourrais dire, toute la partie là, du nord, là, tous les cantons qui sont limitrophes, les 37, sont pris en compte par le projet de cohésion sociale. Et il s'étend dans la région de la Kara avec 2 cantons et dans la région centrale avec 2 cantons. Et la priorité, c'est la région des savanes. Vous savez ce qui se passe en termes de sécurité ces derniers temps dans cette région. Et donc, cette action permet aux communautés, comme je le disais, d'être beaucoup plus résilientes. Et donc,
on développe une approche, on valorise une approche où la communauté est au centre de son développement. Nous l'appelons le développement conduit par les communautés. Et donc, c'est un peu comme ce que je disais au niveau du projet de filets sociaux et services de base en ce qui concerne la mise en place des infrastructures. Les communautés analysent elles-mêmes leur contexte, définissent leurs priorités, la nouveauté au niveau du projet de cohésion sociale, quand les villages de chacun des 41 cantons font l'analyse de leur développement, priorisent leurs actions de développement, ces populations vont au niveau canton. Chaque canton reçoit tous les représentants des villages composant le canton. Et là, nous parlerons d'arbitrage. Parce que il y a une allocation qui est faite par canton. Chaque canton a un montant dans le projet et sait que c'est avec cette enveloppe-là qu'il doit réaliser son développement ou réaliser les investissements. Et donc, quand on va au niveau canton, les négociations commencent. On a fini les négociations dans le village. On a identifié au moins 3 projets. On va au niveau canton et le canton dit oui. Au niveau du canton, maintenant, on voit quelles sont les priorités qu'on retient. Est-ce que tout ce que chacun a mené, est-ce qu'on peut faire au regard de l'enveloppe qu'on a en face de nous? Si on ne peut pas le faire, donc, on commence les négociations pour voir qu'est-ce que chaque village peut avoir au niveau du canton. Si vous avez un bâtiment scolaire, si vous avez un collège par exemple, est-ce qu'on va mettre si l'autre prend un bâtiment scolaire, il faut donner à l'autre aussi un forage pour que ça ne soit pas le village A toujours qui va vers le village B, mais quand le village A va à l'école dans le village B, le village B peut venir aussi dans le village A pour chercher autre chose, mais dans le cadre du projet. Donc voilà un peu comment ça se passe au niveau avec le projet de cohésion sociale. À ce jour, nous avons au moins une centaine d'ouvrages déjà réceptionnés, déjà terminés. Et donc, on continue, le travail continue pour que les villages aient les infrastructures. Mais le projet de cohésion sociale ne se résume pas seulement à la mise en place des infrastructures. Ce projet travaille aussi pour l'amélioration des revenus, des revenus des jeunes, des revenus des femmes. Et on travaille aussi autour de la jeunesse, beaucoup plus autour de la jeunesse, pour que cette jeunesse participe non seulement à la réussite du projet, mais également à son insertion socio-professionnelle. On ne peut pas parler d'un projet de cohésion sociale si on ne pense pas aux jeunes, si on ne leur accorde pas une oreille attentive pour connaître leurs priorités, leurs besoins en termes d'activités génératives de revenus, mais également en termes d'actions socio-culturelles. Quelquefois, les jeunes quittent le village, non pas parce qu'il n'y a pas de revenus, mais c'est parce que très souvent, au village, on n'a pas d'électricité, on n'a pas des cadres pour les loisirs et pour leur plaisir. Donc voilà un peu... Pour leur permettre de s'épanouir. Merci. Pour leur permettre de s'épanouir. Ils n'ont pas seulement besoin que de l'argent, mais ils ont besoin d'autres choses. Et donc, il faut être à leur écoute pour prendre en compte toutes leurs préoccupations et les aider eux-mêmes à être eux-mêmes les porteurs de leur projet du début jusqu'à la fin. Voilà. Alors, sur le projet de cohésion sociale, est-ce qu'il vous arrive, lorsque vous arrivez dans les communautés, de rassembler les jeunes pour les écouter, connaître leurs besoins? Comment ça se fait pratiquement sur le terrain? Oui. On les écoute au niveau... Oui. Par exemple, quand on fait les diagnostics dans les villages, c'est toutes les catégories socio-professionnelles qui sont là. On a les femmes, on a les jeunes, on a les vieux. Tout le monde, on a les minorités. On a les minorités qui sont là aussi pour analyser. Mais maintenant, quand on retourne sur les questions de jeunesse, c'est vraiment les jeunes seuls. C'est vraiment avec les jeunes qu'on analyse ces priorités. Et vous constatez que ils vous diront, dans certains villages, on vous dit, nous voulons peut-être un forage pour faire le maraîchage parce que c'est le maraîchage les produits de maraîchage qui nous apportent
plus d'argent. Et donc, voilà, en agissant, en mettant en place peut-être le point d'eau, c'est vrai, ils vont utiliser ça pour leur maraîchage, mais l'eau sert aussi à la communauté comme boisson. L'eau sert aussi à la communauté comme boisson. Alors, en ce qui concerne l'amélioration des revenus des femmes sur ce projet de cohésion, comment ça se passe? Oui. Le suivi, l'amélioration et tout ça, comment est-ce que vous vous y prenez? Pour le moment, nous sommes la première année, je dirais, qui est en train d'être bouclée comme ça. Nous avons plus mis l'accent sur les investissements collectifs, c'est-à-dire les ouvrages sociaux communautaires de base. C'est là où nous avons beaucoup plus travaillé. Mais maintenant que on a suffisamment avancé sur cette question d'investissement, nous allons travailler pour les années, au cours des années à venir, sur la jeunesse. On va plus travailler sur la jeunesse et sur les femmes autour de leur organisation en vue de l'amélioration de leurs revenus. On ne veut pas agir sur des femmes individuellement, mais on veut toujours construire collectivement. On veut agir collectivement pour que chacune puisse, à partir du collectif, améliorer, en tout cas, réaliser son autonomie. Alors, par rapport aux partenaires... Aux partenaires sur le projet COSO, c'est... principalement la Banque mondiale. Mais au niveau national, nous avons plusieurs ministères qui participent à la réalisation de ce projet. Parce que l'ANADEB n'a pas l'expertise de tout ce que je viens de dire. Non. L'ANADEB s'appuie sur tous les ministères sectoriels. Quand on parlera de l'eau, c'est vrai, c'est ça. Le ministère de l'eau prend le lead. Okay. Quand on va parler des écoles, le ministère des enseignements primaires et secondaires prend le lead. Quand on parlera de l'agriculture, le ministère de l'agriculture, en charge de l'agriculture, prend le lead. En tout cas, l'ANADEB s'appuie sur ces ministères-là pour faire le travail. Et ils sont au sein d'un comité technique qui analyse souvent tout le travail qui se fait par l'équipe du projet. Et également, ce comité technique reçoit des orientations venant d'un comité de pilotage qui est présidé par Madame le Premier ministre. Ok. Ouais. Alors, est-ce qu'aujourd'hui vous rencontrez sur ce projet de la cohésion sociale ou de cohésion sociale, comme on le dit, est-ce que vous rencontrez des difficultés? Est-ce qu'il y a des défis sur le terrain? Oui. Aujourd'hui? Oui. Oui, il y en a. Il y en a parce que nous avons des zones actuellement que nous n'arrivons pas à travailler à cause de l'insécurité. Okay. Comme je vous l'ai dit, c'est sur la frontière du Togo avec les 3 pays et vous êtes plus informés que moi, vous savez combien de fois le côté nord est souvent vit la pression des djihadistes. Donc, ça fait que certaines localités dans certains cantons entre le Togo et le Burkina, du côté est sont les villages, on n'arrive pas à travailler avec ces villages parce que la sécurité n'est pas souvent garantie. Voilà. Et j'imagine leur cri de cœur. Mais pour le moment, on ne peut rien. Pour le moment, on ne peut rien. Et nous travaillons, l'État travaille vraiment pour... L'État travaille, mais on ne peut pas exposer la vie des autres. Exactement. C'est ça, oui. Il y a un dispositif qui est mis en place et qui limite, je ne dis pas on ne travaille pas, qui limite le travail des personnes étrangères à ces communautés-là, là-bas. Voilà. Est-ce qu'il y a également des difficultés liées à la réalisation des infrastructures? Dans le process, est-ce que vous rencontrez des difficultés sur le terrain? Oui, au début, oui. Parce que c'est les communautés, c'est les communautés qui conduisent tout le processus. Et quand c'est les communautés qui conduisent tout le processus, il y a quelquefois des ratés. Okay. Il y a quelquefois des ratés. Et donc, c'est vrai qu'on est à côté, mais vous ne pouvez pas prendre leur place. C'est eux qui doivent... Oui, vous ne pouvez pas prendre leur place. Même si vous faites des choses, c'est eux qui doivent valider. S'ils ne valident pas, vous n'avancez pas. Waouh. Oui. Donc, ils sont vraiment impliqués, ces communautés? Oui. Wow. Et aujourd'hui, vous voyez ces villages qui accordent, où l'organe de développement est devenu très respecté. Le comité de développement villageois, le comité cantonal de développement, c'est des organes qui
qui sont très respectés parce qu'on sait que c'est eux qui vont défendre le village, c'est eux qui vont défendre le canton. Ça donne une autre image à la chose. Mais ça va, on est arrivé à surmonter toutes les difficultés qui étaient là au début. Oui, quelquefois, c'est vraiment des incompréhensions. Et c'est pour ça, dans le cadre de ces projets, on met en place le mécanisme de gestion de plaintes. OK. Oui, pour ce dispositif qui permet de recueillir toutes les demandes d'explication, toutes les plaintes, toutes les insatisfactions qui sont exprimées. Vous ne pouvez pas, oui, si quelqu'un n'est pas d'accord, si un entrepreneur n'est pas d'accord, il doit s'exprimer. Il écrit, le comité de gestion de plaintes, le dispositif est mis en place au niveau du village, au niveau de la préfecture, au niveau de la région et au niveau national. Quand un niveau n'arrive pas à gérer, il renvoie la plainte au niveau supérieur. Donc, voilà un peu tout ce qu'on met en place pour qu'il y ait, dès qu'il y a une difficulté, qu'on puisse la gérer de façon sereine. C'est carrément l'inclusion sociale. Tout le monde est intégré dans le processus. Oui. Oui. Est-ce qu'il arrive également sur le terrain, vu que nous ne sommes pas forcément sur le terrain, c'est l'occasion pour nous de savoir davantage sur tout ce qui se fait. Est-ce qu'il arrive également sur le terrain à ce que les populations soient intégrées, c'est-à-dire que dans la réalisation de ces travaux, que vous prenez des ouvriers sur le terrain, dans ces villages? Est-ce qu'il arrive? C'est même nous encourageons cela au niveau des entrepreneurs qui prennent des marchés pour qu'ils puissent valoriser la main-d'œuvre locale. Voilà, ça c'est vraiment un élément sur lequel, même de façon globale, au niveau de l'ANADEB, tous les travaux qui se réalisent, les entreprises, nous les encourageons à toujours chercher la main-d'œuvre au niveau des villages qui sont, des communautés qui sont bénéficiaires des projets dont ils ont la charge de réaliser. Alors il me plaît de demander encore une dernière fois, quelles sont les réalisations à date et quelles sont les perspectives également? Je disais tantôt que nous avons autour d'une centaine d'ouvrages déjà réceptionnés dans le cadre du cohésion sociale dans la région. C'est des forages photovoltaïques, c'est des bâtiments scolaires, c'est des centres de santé, c'est l'électrification aussi. Et le processus pour l'aménagement des pistes est en cours, et parce que ça, c'est un domaine assez spécifique. Et donc, le ministère en charge du désenclavement nous accompagne dans ce sens. On a des maisons des jeunes qui sont également réalisées, finies. Et pour la suite, je dirais, et on va continuer parce qu'on n'a pas fini la réalisation. Maintenant, cette année, on a fini au niveau des... On a commencé, on n'a pas fini, on a commencé au niveau des régions, des villages. Maintenant, au cours de l'année 2024, nous allons réaliser, accompagner beaucoup plus. Nous serons sur les deux fronts, au niveau village et au niveau canton, parce que il y a des investissements au niveau cantonal. On a des marchés de type cantonal qui vont être réalisés sur la demande de ces communautés. Et maintenant, le travail d'accompagnement des jeunes et des femmes va prendre, en tout cas, va connaître un rythme beaucoup plus accéléré. Voilà. Alors, nous allons également parler du forum annuel sur la cohésion sociale. C'était cette semaine, partout. Hein, j'ai vu également sur les réseaux sociaux où Madame le ministre de développement à la base était là pour lancer les activités. Il s'agit de quoi exactement? Merci beaucoup. Je disais que le projet de cohésion sociale est mis en œuvre dans 4 pays de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, pour la mise en œuvre, on a créé un cadre de concertation de ces 4 pays. Je disais, le projet de cohésion sociale s'exécute avec l'approche de développement conduit par les communautés. C'est la même démarche pour les 4 pays. Et donc, il est intéressant que ces 4 pays se retrouvent régulièrement pour faire le point des avancées, pour faire le point autour de leur projet, de leur plan de développement, de leur plan de travail, annuel et de budget annuel, de leur PTBA. Donc, cette année, et également, il y a le cadre qui est créé, c'est le comité de coordination régionale
dont la présidence est assurée actuellement par le Togo, parce que c'était comme ça, on a commencé ici, et donc c'est le Togo qui assure, puis après le Bénin va prendre la relève, la Côte d'Ivoire, puis le Ghana va clôturer. Donc, chaque année, dans les textes qui régissent le fonctionnement de ce comité, il est dit que le pays qui assure la présidence doit organiser un forum pour faire le point des activités mises en œuvre. Des activités mises en œuvre au niveau de chacune des unités de gestion de projet, mais également au niveau... Il y a des activités qui concernent les quatre pays. Les quatre pays. Okay. Parce que vous voyez, on travaille au niveau frontalier. On a des cantons. Si je prends notre cas, nous avons des cantons frontaliers. Du côté du Bénin aussi, c'est presque la même zone. Mais ça veut dire qu'il y a des choses qu'on pouvait aussi faire. On ne peut pas seulement faire, peut-être s'occuper seulement que des investissements au niveau du Togo, alors que peut-être ces investissements aussi sont utilisés par nos amis les Béninois, ou bien sont utilisés par nos amis les Ghanéens, ou vice-versa. Donc si on ne crée pas un cadre aussi pour regarder ce qui se fait entre les pays, on risque de perdre quelque chose sur le projet. Donc le forum est organisé chaque année pour faire le point des activités de chacune des unités de gestion, mais également pour réfléchir sur ce qui peut être commun à ces quatre pays ou à des pays, à certains pays, des quatre pays bénéficiaires, en tout cas qui mettent en œuvre le projet. Voilà. Et aujourd'hui, c'était cette semaine, comme je viens de le dire, nous allons donc les 12 et 13. Les 12 et 13, nous allons prier donc la réalisation de nous aider à suivre l'élément. Et juste après, nous allons revenir donc dans les débats avec la DG de ANADEB qui est avec nous donc sur ce plateau, et avec elle nous sommes en train véritablement d'apprendre beaucoup de choses sur non seulement ANADEB, les projets qui sont en cours, notamment le projet FSP, le projet COSO également. Si la technique n'est pas encore prête, alors madame, le temps qu'il nous aide à pouvoir suivre l'élément, ok, nous allons suivre l'élément et revenir. La première édition du Forum annuel des acteurs du projet COSO sur la cohésion sociale au Togo. Au regard de l'actualité sécuritaire dans la sous-région en général, des résolutions ont été prises, dont celle de concrétiser un cadre de concertation permanent sur la durée du projet pour la prise en compte de la dimension régionale dans la planification de nos diverses activités. Militer pour une collaboration régionale dans les activités de gestion des connaissances, faciliter la planification et la mise en œuvre d'activités régionales dans le cadre du projet, soutenir les décisions stratégiques et la coordination entre les pays au niveau régional, soutenir la mise en place d'un réseau régional de recherche sur les questions de fragilité, conflits et violences dans le cadre de la plateforme de coordination régionale, et enfin coordonner et organiser des forums régionaux annuels sur des thématiques. Le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Ghana se sont fortement engagés à investir conjointement dans la prévention. Cet engagement en faveur d'une réponse régionale coordonnée pour faire face aux risques partagés qui dépassent souvent les frontières est un témoignage que nous pouvons faire plus en œuvrant ensemble pour le développement et la stabilité de la sous-région. Le COSO est une initiative régionale visant à renforcer la cohésion sociale face aux enjeux de fragilité, de conflits, de violences et climatiques qui touchent les régions septentrionales des pays côtiers. Axé sur le renforcement du développement social et participatif, l'amélioration aux services de base et la consolidation des institutions communautaires et locales,
Son objectif est d'intensifier la présence de l'État au sein des communautés les plus vulnérables. La paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Cette affirmation nous rappelle aujourd'hui encore que la paix est une quête active qui exige des efforts concrets pour résoudre les problèmes mondiaux, promouvoir la coopération et prévenir les conflits. Notre présence ici ce matin est une preuve de notre capacité, je dirais, de notre volonté à nous mettre ensemble pour discuter des questions d'intérêt commun en lien avec la résilience socio-économique et climatique des populations, surtout celles des zones frontalières du Golfe de Guinée des 4 pays. En se fixant comme objectif de discuter des questions critiques et des initiatives en riposte au risque de fragilité, conflits et violences, y compris la fragilité climatique, ce premier forum devra également offrir un cadre d'appréciation du recul des facteurs de fragilité, de la résurgence de la pauvreté induite par la Covid-19 dans les pays du Golfe de Guinée, particulièrement dans les zones septentrionales, du recul de l'exploitation par les groupes extrémistes violents des tensions intercommunautaires et des fragilités structurelles des États pour étendre leurs opérations. C'est donc sur ces mots, Mesdames et Messieurs, Monsieur le ministre d'État, que je souhaite plein succès à vos travaux et déclare officiellement ouvert la première édition du Forum annuel des acteurs du projet COSO sur la cohésion sociale au Togo, que je souhaite voir s'élargir à d'autres domaines entre nos pays frères. Je vous remercie. Assez exceptionnel, il faut le dire. J'aurais aimé être dans cette salle pour vivre de près tout ce qui a été fait. Madame, alors qui étaient donc les participants à ce forum? Qui étaient les participants? Merci beaucoup. Les participants sont des délégués des 4 pays. Okay. C'est des représentants des 4 pays qui sont venus à ce forum. Les acteurs de ces 4 pays qui participent à la mise en œuvre ou qui bénéficient des actions de ce projet, c'est eux qui étaient là. Vous avez en tout cas au plan au Togo, vous avez des maires, des représentants des communautés et l'équipe qui met en œuvre également les partenaires des autres ministères, des représentants des autres ministères qui participent aussi à la mise en œuvre de ce projet étaient là. Okay. Et de l'autre côté, de tous les côtés aussi, oui. Des 4 pays. Des 4 pays, oui. Vous avez des représentants du gouvernement, et les membres de l'équipe, les bénéficiaires qui étaient là. Voilà un peu la composition des participants, ceux qui ont pris part à ce forum. Voilà. Et quels ont été les sujets discutés? Les sujets qui ont été discutés? Oui, comme je le disais, on a échangé autour de la mise en œuvre du projet, mais également nous avons écouté des exposés sur les enjeux de la cohésion sociale, sur la cohésion sociale et le développement communautaire, et sur la jeunesse la jeunesse et la cohésion sociale. Donc voilà un peu des thèmes qui ont été abordés pour que nous puissions, comme je le disais tantôt, que cette année l'année 2024 oui, sera beaucoup consacrée à ces groupes thématiques, c'est-à-dire l'accompagnement des femmes, l'accompagnement des jeunes. Il faut vraiment réfléchir déjà ici pour avoir les grandes orientations sur lesquelles on devra travailler au niveau de chacun des pays. Voilà. Et quelle a été la méthodologie utilisée pour
pour le forum. Pour le forum, oui, pour le forum, comme vous l'avez vu, nous avons eu la cérémonie d'ouverture avec tous les discours. Puis après, nous avons commencé et démarré avec les panels. Donc, des gens ont fait des présentations. Puis après, il y a eu des travaux de groupe pour analyser tout ce qui a été dit et également pour s'interroger sur l'approche. L'approche de DCC, de développement conduit par les communautés, je dirais, elle n'est pas mise en œuvre dans les 4 pays de la même façon. À chaque pays, ça a ses spécificités et chacun a essayé d'adapter. Mais maintenant, il faut qu'on s'accorde sur des fondamentaux. Il faut qu'on s'accorde sur des fondamentaux et qu'il faut respecter. Si vous voulez garder, si vous voulez après dire que vous avez utilisé le DCC, il y a des choses qu'on doit pouvoir respecter. Donc voilà, voilà un peu. On a eu des exposés, des débats, puis des travaux de groupe pour sortir un peu des recommandations qui vont servir à chacun des 4 pays pour réussir la mise en œuvre du projet. Et il y a également des réalités qui sont quand même spécifiques à chacun de ces pays. Oui. Il y a des réalités qui sont spécifiques. Par exemple, quand vous prenez le Togo, nous, notre spécificité, c'est qu'on a commencé, le DCC, nous commençons par le village. L'approche démarre dans le village. Alors que si je prends le cas du Bénin, c'est vrai que c'est le village, mais l'acteur qui reçoit les ressources pour les investissements, ce n'est pas le village comme ce qui se fait chez nous ici, mais chez eux, c'est la commune. Voilà un peu les petites nuances. Au Togo, par exemple, c'est l'agence, l'ANADEB, qui porte la mise en œuvre de ce projet avec une unité de gestion. Mais dans d'autres pays, non, ce n'est pas ça. Ailleurs, c'est un consortium d'organisations, de producteurs. Ailleurs, c'est le haut commissariat. Par exemple, au Bénin, c'est le haut commissariat. Oui, c'est un haut commissaire qui s'occupe du projet. Donc voilà, on n'a pas le même ancrage institutionnel partout. Non, on n'a pas le même ancrage institutionnel. Et donc ça aussi, ça fait une différence. Quand vous n'avez pas vous n'avez pas les mêmes institutions, ce n'est pas une structure comme ANADEB au Bénin ou une structure comme ANADEB au Ghana. Non, c'est des réalités différentes. Chaque pays dit oui, je veux faire le DCC, je prends le COSO, je prends le DCC, mais qui va le faire, je définis ça à ma manière. Des gens ont déjà des structures qui étaient déjà là, qui travaillaient. C'est le cas, par exemple, du Bénin, où on a un haut commissariat qui était là, qui s'occupait déjà des questions de frontières, des questions de frontières. Et donc, on a trouvé intéressant de loger le projet au sein de cette institution-là. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que ce forum sert également de cadre de partage d'expérience? Oui, c'est même la première mission de ce forum. On partage parce que tous les sujets qu'on a abordés, chacun les a abordés suivant ce qu'il fait. Donc, on dit comment nous avons conduit nos activités et nos réussites, nos défis, chacun les apporte. Et peut-être par rapport à nos difficultés, quelqu'un dit « Ah non, nous avons rencontré telle difficulté, voilà comment nous l'avons contourné. » Et ça enrichit, on s'enrichit mutuellement. Voilà. Madame, nous sommes donc arrivés à la fin de ce temps d'échange, des partages assez enrichissants. Nous avons appris beaucoup de tout ce qui se fait sur le terrain. Quel serait donc votre dernier mot à l'endroit donc de tous ces téléspectateurs qui nous ont suivis dans cette émission consacrée également à la jeunesse? Je voudrais d'abord remercier New World TV et tous les responsables de cette chaîne pour tout le bon travail que vous faites et pour le cadre que vous nous offrez de parler, nous, ANADEB, de ce que nous faisons au Togo pour le bonheur des populations, des villages et des quartiers. Je veux aussi remercier les autorités du Togo parce que c'est elles qui tuent à ANADEB de faire ce travail. Je remercie tous les partenaires
qui apportent leur contribution à la réalisation de la mission de l'ANADEB. Et comme c'est presque la fin d'année, je suis sûr que je ne reviendrai pas avant la nouvelle année. On ne sait jamais. Mais bon, on va aller comme ça. Je voudrais souhaiter de très belles fêtes de fin d'année à tous les Togolais, à toutes les Togolaises et à tous les... comment vous les appelez? À tous ceux qui suivent. Les téléspectateurs. Les téléspectatrices de New World TV, à tous ceux qui travaillent ici. Bonne fête. Alors, merci DG d'être passé chez nous et bonne fête également à vous. Donc, vous avez tout compris, nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission consacrée aujourd'hui à l'Agence nationale d'appui au développement. À la base, nous avons essentiellement appris sur les différents projets que pilote donc cette agence qui renforce tout ce qui se fait à la base. Notamment, nous avons parlé du filets sociaux et services de base, le projet FSP. Nous avons également parlé du projet COSO, cohésion sociale. Merci donc à tous ces partenaires donc qui continuent toujours par soutenir ANADEB dans ces initiatives qui sont assez nobles pour la population togolaise, sinon africaine. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouverons certainement la semaine prochaine pour continuer par vous inspirer. À très très bientôt. Au revoir.